Salut les amis, belle victoire, énorme victoire des Milwaukee Bucks dans ce match 3, retour dans le Wisconsin et victoire donc 120-100. Bravo à Milwaukee, plein de choses à dire sur ce match. La physionomie nous a réservé pas mal de surprises et surtout des belles performances, des contre-performances, plein de choses à dire. Donc comme pour tous les débriefs, ça va Erwan? Ça va très bien, écoute, j'ai vu un match intéressant, j'ai vu de belles réactions, j'ai vu un peu un momentum changer, j'ai vu tactiquement des choses que je voulais voir aussi, donc c'est plutôt pas mal. Absolument, et bien c'est la preuve encore une fois qu'un retour à domicile peut changer les choses. C'est vrai, rentrer à la maison, ça n'a jamais tué personne, hein, donc apparemment, et ce soir les Bucks peuvent en témoigner. Sauf quand on dit bourré et qu'on rentre chez soi après une soirée et qu'il y a un accident. Voilà, comme ça c'était la petite truc, oui, et qu'on finit comme une mauvaise banane, comme ça. Comme d'hab, on va faire le déroulé du match, on aura les tops et les flops, l'homme du match, et surtout, eh bien, vous pouvez mettre vos commentaires dans le chat sur Twitch et aussi sur la vidéo YouTube, comme d'hab, et puis on vous répond demain matin, enfin plutôt demain après-midi, je pense. Hein. Je vais dormir jusqu'à 19-20 heures. Mais ça sera bon signe pour ta santé et pour toute la suite de l'aventure First Team. Demain, je ne veux pas finir la semaine. Voilà. Si je veux finir la semaine, absolument. Vous me dites dans les commentaires qui pour vous a été l'homme du match, l'homme déterminant. Bon, j'imagine qu'on va aller à fond les ballons sur Giannis. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans le début de match, on a vu des équipes qui sont tirées la bourre. On a vu un DeAndre Ayton qui a été magnifiquement servi par notre ami Chris Paul. Ouais, un récital de pick and roll de Chris Paul sur sa relation avec DeAndre Ayton. Dans le match 2, certains, c'était un petit peu plein dans les échanges qu'on avait pu avoir en disant « Ah, DeAndre Ayton est un petit peu oublié au début du match 2. » Là, ça n'a pas du tout été le cas sur le match 3. Mais la défense des Bucks a aussi changé. Et moi, j'étais un peu inquiet quand je vois ce début de match parce que j'ai senti des Suns dérouler leur basket et j'ai pas senti une défense des Bucks, une défense d'une équipe finaliste NBA menée 2-0. Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais. J'ai trouvé que les Suns, alors c'était un premier carton plutôt de très bon niveau, très agréable à voir, des points, un peu du rythme, mais je me suis dit mais attends, mais à ce jeu-là, celui qui joue le mieux au basket, c'est les Suns qui vont gagner. Bon, ça a été la logique du premier quart-temps. La logique du premier quart-temps, c'était aussi cette défense où les Bucks ont décidé de switcher surtout, de changer sur chaque écran. Et c'est aussi dans ce moment-là où la vista de Chris Paul fait la différence. Les coupes bien senties de DeAndre Ayton, les petits shooters sur les côtés. On reviendra sur Devin Booker et pour le coup, lui, sa performance complètement ratée. Mais c'est vrai que ce début de match, et pourtant c'était plutôt serré, eh bien, a été marqué par les deux hommes qu'on est en train de voir juste là. Ce qui est bien dans un match de basket, c'est que c'est très long. Et que dans un deuxième temps, les Bucks ont commencé à s'installer. Et on a senti un truc qu'on a envie de voir depuis le début de la série, une domination intérieure. Du rebond offensif et du physique. On ne le dira jamais assez, si les Bucks veulent être champions NBA, il faut qu'ils jouent à la manière des Bucks. Et la manière des Bucks, c'est du combat, de la dureté, c'est faire mal à l'adversaire. Et dans ce deuxième quart-temps, pour la première fois des finales, on a enfin vu les Suns faire aïe, ouille, ouh, ah, wow, enfin. Parce que derrière, il y a eu une agressivité amenée par Giannis Antetokounmpo, amenée par Brook Lopez, amenée par PJ Tucker, qu'on a enfin vu avoir de l'impact sur ces finales-là. Par le banc, Bobby Portis aussi, son entrée. Ils ont amené, pas que des paniers, ils ont amené de la dureté. Drew Holiday a mis de la dureté tout le match aussi. Et on a vu que des fois, le spacing n'était pas toujours ouf. Des fois, ils arrivaient à trouver des paniers un petit peu, pas chanceux, mais pas très bien construits. Mais toujours la dureté. Ils ont commencé dès le deuxième quart-temps à livrer un vrai combat, à devenir ce vrai rouleau compresseur. Et là, les Suns, ils ont eu du mal. J'ai manqué une info, un épisode hyper important du tout début de match. C'est la sortie de Giannis après 2 minutes de jeu, où on l'a vu. Alors, il y a un truc qui est passé en disant qu'il y avait peut-être une crise de panique, d'autres ont dit caca dans culotte. Il y avait plein de trucs. Et en tout cas, on l'a vu faire des allers-retours dans le couloir, à essayer de reprendre sa respiration. À un moment, on l'a vu se concentrer les yeux fermés. C'est quand même des images improbables de finale NBA, de sport de haut niveau d'ailleurs. Un peu improbable. Je sais pas. En même temps, j'ai pas de réponse. On n'a pas eu d'infos. Crise de panique. Je sais pas. Peut-être qu'il était. On l'a vu essoufflé. On en parlait avec Tom Servino. On l'a vu un peu essoufflé. Parce qu'il est médecin, lui. Est-ce que oui, c'est vrai. Il a raté 8 fois la première année, mais ça. Donc je sais pas. Ouais, c'est vrai, on avait cette crise de panique, mais bon, la suite, j'ai du mal à croire que c'était une crise de panique quand je vois la suite de son match. Bah oui, absolument. Puisque après que les Suns aient remporté ce premier carton 28-25, avec du passing game, avec beaucoup de choses intéressantes, on l'a dit, les Bucks ont commencé à durcir le jeu et ont réussi à faire un premier écart dans ce deuxième carton. Et je trouve que le deuxième carton, en fait, va mettre les bases de tout ce qu'on va voir ensuite, puisque dans le deuxième carton,
Vous avez un DeAndre Ayton qui va être gêné par les fautes, qu'on va un peu moins voir, malheureusement. Et on s'est rendu compte dans ce match-là, mais on le découvre pas maintenant. Juste, c'est la première fois qu'on sent les Bucks appuyer sur ce point-là. C'est que sans DeAndre Ayton, pardon, eh bien, les Bucks sont ultra dominants, puisque son backup, c'est Cam Johnson, qui n'est pas du tout à l'intérieur, ou Frank Kaminsky, qui n'est pas du tout à l'intérieur. Oui, il n'a surtout rien à faire sur une finale NBA, même si on aime bien ce bon vieux Frankie. On le répète, Tom, depuis le début, je dis, avec la blessure de Saric, alors je te dis pas qu'avec Saric, ce soir, ils gagnent. Je dis juste qu'ils ont un backup costaud, mine de rien, Saric, certains l'oublient peut-être. C'est un gaillard, c'est pas un poste 5 de métier. C'est un vaillant. Mais c'est un vaillant, il est costaud et il peut faire la maille. Là, il n'est plus là, il n'y a plus de vrai backup. Frank Kaminsky ne rentre pas clairement dans les plans, là, il a été obligé de le remettre. Et derrière, tu as raison, il joue avec Cam Johnson. Et alors, c'est vraiment sur le troisième quart-temps qu'on va voir la bascule où DeAndre Ayton va être vraiment fall trouble. Mais dans ce deuxième quart-temps, ils sont déjà un peu plus agressifs, ils vont le jouer, un peu plus le cibler. Et ça va payer. Et ça va payer par le score, parce que le deuxième quart-temps est remporté par les Bucks. 35-17, ils finissent le deuxième quart sur un 16-0. Non, ça c'est le troisième quart. Un 39. Dans les 9 dernières minutes. 39. Sur les 9 dernières minutes du deuxième quart-temps, 30-9. Incroyable. Et on les sentait bien les Suns. Voilà, alors qu'on les sentait bien dans le jeu, mais la sortie de DeAndre Ayton, qui avait été très bon sur pick and roll, mais même à mi-distance, enfin vraiment, il leur faisait énormément de mal. Cette gestion-là de pas DeAndre Ayton sur le terrain, elle a été très compliquée. Ils ont tenté de la zone, surtout dans le troisième quart-temps, mais on a vu que l'absence de DeAndre Ayton, elle nous a sauté à la gueule, quoi. Et oui, c'est absolument. D'ailleurs, je pense que c'est la clé du match. Enfin, il y a deux clés du match. C'est évidemment le match de Giannis, qui globalement a encore fait un match de leader charismatique. On l'a vu ne pas tenter des trucs fous. Il a tiré seulement, je crois, une fois à 3 points. De mémoire, ouais. Il s'est fait un kiff à un moment donné il fait 0 sur 2 à 3 points. Mais je l'ai trouvé très sérieux, très impliqué. Ça donne quand même un deuxième match de suite à 40 points, à plus de 40 points et 10 rebonds. Et la stat qui en dit long sur son match, son implication, c'est la stat des lancers francs, 13 sur 17. Ça, c'est un Giannis comme en fait, on rêve de le voir à ce niveau-là, tout simplement. C'est Giannis inarrêtable, on l'a vu ce soir, surtout en face, où ils n'ont pas réussi à lui envoyer des vis-à-vis. Crowder a été vaillant sur lui, mais derrière, pour Cam Johnson et pour les autres, ça a été trop dur. Même le retour ensuite de DeAndre Ayton, qui était quand même un petit peu sorti de son match, ça a été compliqué. Là, on voit avec qui il s'aligne à enchaîner un back-to-back à 40 points et 10 rebonds. Ils sont pas beaucoup. Hein, ils sont pas beaucoup. Il y a le Shaq qu'il a fait en 2000, c'était face aux Pacers 2000, c'est ça, ouais. Aux Pacers. Et LeBron James en 2016, quand ils sont champions. Match 5 et match 6. Voilà, donc c'est un match énorme. Et puis ce que j'ai aimé, c'est que, ok, DeAndre Ayton est dehors, on va appuyer là où ça fait mal. Et combien de fois on a vu arriver sur la transition, flash de Giannis à l'intérieur, on lui met la balle, ouais. Faute, panier ou panier plus faute. Combien de fois on a vu Giannis au rebond aussi, on l'a vu être dans son jardin préféré, proche du cercle, près de la raquette, et là-dessus il a rayonné, il a massacré les Suns. Il les a massacrés, et pourtant il a mis beaucoup de end-one, mais il en a raté aussi quelques-uns de peu, avec un manque de toucher, la balle qui rentre mais qui ressort. Et finalement, tu sais, en me disant ça, je me disais, mais il est pas loin des 50 en fait dans ce match-là. Si les Suns ne s'étaient pas fait massacrer comme ça, si on avait eu un match un peu plus serré, il aurait joué 5 minutes, il aurait peut-être mis 50 points en finale NBA, qui est une stat complètement ouf. On continue le déroulé du match, puisque les Suns ont donc déjà un peu explosé dans le deuxième quart, mais pourtant, il n'y a pas un vrai écart dans le troisième quart-temps. Il y a DeAndre Ayton qui sort, et à un moment donné, les Suns reviennent. Alors attends, j'essaie de retrouver la stat exacte. Ils sont à 70-74, à 5 minutes 22 de la fin du troisième quart. Et là, derrière, après Cam Johnson a été très bon, avec un énorme tomard sur la tête de PJ Tucker. Les mauvaises langues diront passage en force, c'est vrai, mais on veut qu'on accorde ce genre de panier. Ouais. Merde, on est là pour le spectacle. J'ai l'impression quand même que la NBA, c'est comme ça qu'on la vend. Et c'est vrai qu'on lisait un truc de Michael Lee, un insider à Washington, qui disait que, en fait, dans ces moments-là d'énormes posters, en fait, il ne faut jamais siffler passage en force. Faut siffler end-one et on fait kiffer le spectacle, parce que les spectateurs, parce qu'on est là pour ça. Donc je disais 70-74, et derrière il y a une coupure d'extrait complète chez les Suns. Il n'existe plus pendant que les Bucks les martyrisent. On trouve de l'adresse, et Jrue Holiday est magnifique aussi dans ce cas. Ouais, on nous dit que c'est pas vrai l'info. LeBron James, il avait fait 41-8. Elle est un peu fausse. Ispen s'est trompé.
C'était les matchs à 40 points, non? Ouais. C'est 41 10? Ouais, c'était 40 en fait, il fait 41 et 8 sur le Game 6 en 2016. Bon, voilà, on gardera quand même ça des 40. On corrige. Du coup, redis-moi ta question, j'étais occupé par. La question, c'est le moment où Drew Holiday se sublime dans le troisième quart et enchaîne les paniers à 3 points. Bah, l'attaque de zone. Et là, c'est un joueur intelligent et ça va être aussi un fort élément du match. DeAndre Ayton dehors. Enfin, on oblige Monty Williams à coacher. Petite zonasse, on va voir ce qui se passe. Ah ouais. On joue petit. Ils sont obligés parce que Ils sont obligés, donc petite zonasse. Et là-dessus, Drew Holiday se sublime avec une belle adresse à 3 points, une belle vista aussi, où ils ont alterné. On vous punit à l'intérieur, vous venez fermer, on va vous punir extérieur. Et là, après, c'est trop compliqué. Il te manque ton pivot, les mecs te massacrent à l'intérieur. Si tu viens trop fermer, on est à droit aussi extérieur, avec Pat Connaughton aussi qui met un énorme 3 points à la fin du troisième quart-temps. C'était trop pour Simpson. Drew Holiday n'a pas eu vraiment à forcer son talent. 8 sur 14 au tir, 5 sur 10 à 3 points. Et puis voilà, une belle vista. Middleton aussi, je trouve, a joué très très juste dans ce match-là. Et l'attaque de zone et l'alternance sur l'attaque de zone des Bucks a été vraiment à montrer dans les écoles de basket. Absolument. Je regarde dans la stat parce qu'elle est folle. On est passé donc dans un match serré à 5 minutes de la fin du troisième quart, donc le 74-70. À la fin du quart-temps, 98-76. Ils ont explosé. On a pris un éclat dans la gueule. Mais de toute façon, on sentait qu'ils étaient sur le fil du rasoir. Il y a eu ce passage de Cam Johnson, on se dit pourquoi pas. Mais en fait, c'était un trompe-l'œil. On sentait les Suns sur le fil du rasoir. Et à un moment donné, ça a pété. Monty Williams, ça fait le choix quelque part. À un moment donné, tu dis, faut le remettre maintenant, DeAndre Ayton. Moi, je te dis, non, t'es à 10, moins 11, t'es encore un peu dans le match. Ne va pas prendre le risque de le mettre trop tôt. Et en fait, c'est peut-être toi qui avais raison. Il aurait peut-être dû tenter de le mettre plus tôt, parce qu'à un moment donné, ils sont sur le fil du rasoir, et quand ça pète, là, ça pète. Ils explosent complètement. De toute façon, les coachs ont tendance à protéger leurs grands, et ça, moi, j'ai pas de souci avec ça. Ce qui m'embête, c'est quand ils décident de les mettre au frigo, et de dire, tu as 4 fautes, alors qu'il reste 10 minutes dans le troisième quart-temps, la prochaine fois qu'on te reverra, ce sera la moitié du quatrième quart-temps. Ouais, d'accord, mais bon, le problème, c'est que tu n'as aucun plan B, et que le gars ne joue pas, tu es vraiment dans un temps faible constant. Mais bon, donc moi, ma théorie, rappelle-toi qu'il y a 2 matchs, tu perds ton backup du poste. Oui, je sais, mais bon, moi, c'est le constat des éléments que tu as avec les cartes que tu as dans les mains. Donc, moi, mon avis, ça reste tu es à moins 10, remets ton gars. Peut-être qu'il sera ciblé, à lui d'être intelligent, il prend une 5e faute avec un Brook Lopez qui pénètre sur lui. Mais en tout cas, la différence, c'est que il est là, tu vas pouvoir jouer les rebonds offensifs et tu vas pouvoir un tout petit peu verrouiller ton rebond. C'est quand même la base du basket. Donc remets-le. En fait, remets-le plutôt d'être à moins 20 et de le remettre à ce moment-là. Après, tu as raison, parce que tu as beaucoup trop souffert sur le rebond. Ah, c'était trop. Qu'est-ce qu'ils ont. C'était à un moment donné, on avait l'impression d'être des adultes face à des cadets, tu sais, des petits scrimmages comme tu as des fois dans les centres de formation là. Et il a trop manqué, cet homme-là, DeAndre Ayton, a trop manqué à un moment donné aux Suns. Ils ont trop morflé sur le rebond offensif. On l'a dit, c'est la force des Bucks quand ils attaquent le cercle. À un moment donné, il a même joué avec Lopez et Giannis Antetokounmpo. Et là, c'était beaucoup trop pour eux. Ils avaient qu'à lever les bras, chaque fois les ballons leur tombaient dans les mains. Ils ont beaucoup trop souffert et ça va donner de la réflexion au côté Suns aussi, et certainement, et d'autres aussi. Et des certitudes aussi côté Bucks, parce que ça, ce qu'ils ont fait ce soir de sortir Ayton du match, c'est peut-être la clé de la suite des finales aussi. Stat importante, donc 47-36 au rebond. Les points dans la raquette, 54-40. Il y avait aussi cette stat folle qui est sortie dans le troisième quart où les Bucks étaient à 20 points contre 0 pour les Suns sur les ballons de seconde chance, donc sur les rebonds offensifs. Ça, c'est des stats qui te permettent pas de gagner, enfin qui peuvent te permettre de ne pas perdre, de rester dans le match si tes gars, donc Devin Booker notamment, sont dans un bon soir. Et là, Devin Booker passe complètement à côté. Il finit à 314, un match à 10 points dans le finale NBA, c'est très moche. Très moche. Il n'a pas le droit de faire ce qu'il a fait ce soir, Devin Booker. 10 points quand t'es censé être le meilleur scoreur de ton équipe, pas le droit. Trop dur. C'est impossible en fait. On a pointé du doigt Drew Holiday et Chris Middleton quand ils sont passés complètement au traviole, notamment sur le match 2. Là, ce soir, ce que fait Devin Booker, c'est pas possible. 10 points, 2 passes décisives, 1 sur 7 à 3 points, 3-14. Il n'y a rien eu. Honnêtement, d'ailleurs, il est très tôt benché par Monty Williams en deuxième mi-temps, qui n'a pas encore lâché complètement l'affaire. Il était clairement pas dans son match. On sait que on peut passer à côté des matchs, il faut quand même y garder un peu d'impact. Ce soir, Chris Paul, pour moi, fait pas un grand match, mais à un moment donné, il a des éclairs, il a des éclats. Et là, lui, Devin Booker, il en a pas. Il a ce 3 points à un moment donné où les Bucks changent toujours en première mi-temps, où on le laisse un peu prendre ce tir sur un step back, mais
Là, ce soir, il ne peut pas passer autant au travers, comme ça, dans une équipe, on le rappelle, jeune, où on a senti certains qui ont été pris par l'événement ce soir. Non, c'est pas possible. On peut rajouter aussi Michael Bridges qui passe de 27 points à 2 ou 4 points ce soir. Là aussi, le différentiel est trop important. Il passe à 4 points, effectivement. Et Devin Booker, dès le début, d'ailleurs, on le sentait pas vraiment dedans. Il prend plein de tirs à lui dans le premier quart. Il finit à 1 sur 7. Le pire carton de cette campagne de playoff. Donc, de toute manière, les Suns n'ont aucune chance si Devin Booker n'est pas à bon niveau. Je dis pas un grand match, mais au moins à bon niveau. Bon, il nous a habitués à être tout le temps à très bon niveau. On a vu Devin Booker être maladroit, moins bon dans des matchs face aux Clippers notamment, mais c'était toujours du 22 points, il y avait toujours, tu vois, ce genre de choses. Là, on avait un Devin Booker vraiment transparent. Et ça, moi, et c'est pas possible. C'est pour ça que ce soir, j'en veux à Devin Booker, parce que tu peux pas passer autant en travers sur une finale NBA. Il y a des minima. J'adore cette expression. C'est pas Cololé qui me l'a apprise toujours quand j'étais en centre d'information. Les minima. Ce soir, Devin Booker, il fait pas les minima. Ça arrive. Vaut mieux que ça arrive à 2-0. Il mène 2-0, très bien. Mais on sait que il faut prendre les wagons quand ils sont là. Mine de rien, moi si on se met du prisme des Suns, tu fais une bonne entame, tu mènes à la fin du premier quart-temps, c'est un match pour que tu mènes 3-0, que tu plies les finales. Voilà. On peut le voir comme ça. Après, on savait que les Bucks à domicile allaient réagir, et ils ont parfaitement réagi. J'étais un peu inquiet sur cette première mi-temps, sur ce premier quart-temps. Maintenant, j'ai vu les Bucks qu'on voulait voir, agressifs, puissants, méchants. Et ça a fait exploser des Suns qu'on a senti pour la première fois depuis ces playoffs. J'ai même envie de te dire, on a retrouvé depuis le 2-1 pour les Lakers même. Très jeunes. Ouais, depuis le 2-1 pour les Lakers, la petite blessure. Là, on a senti que c'était une équipe un peu d'enfants. Un peu. Quelques commentaires, les amis, parce qu'on est en direct, hein, évidemment, et qu'on vous lit. Architecte numéro bis nous dit Booker, il s'est fait masser la cuisse à la mi-temps. Peut-être qu'il avait une gêne, on ne sait pas. Peut-être qu'il avait une gêne. Ce qui est sûr, c'est que j'ai vu les leaders d'attaque des Bucks s'y mettre à fond défensivement. J'ai vu un Chris Middleton de très haut niveau, un Jrue Holiday, surtout sur Chris Paul, mais sur les moments où il défendait sur Booker aussi, toujours aussi dur, mais toujours dans l'anticipation, et ils l'ont vraiment gêné. On a vu parfois des prises à deux dans les corners, tu vois, bien joué. On arrive, on est deux, il se retourne, boum, je retourne sur mon gars. Tout a été très bien géré, mais parce que en fait, dans l'impact physique, ils ont dominé. Et donc, dans ces matchs-là, tout est plus simple, tout devient plus simple pour l'équipe des deux côtés du terrain. Tucker, tu parles défensivement. Tucker s'est collé terriblement sur Booker. D'ailleurs, PJ Tucker, on a retrouvé le PJ Tucker qu'on a vu un petit peu sur les demi-finales et les finales de conf. On l'a vu avec de l'impact. Tu sais, rentrer ligne de fond sur les rebonds offensifs, mettre quelques petits tirs dans le corner. Et puis, défensivement, il a mis une belle guerre à Devin Booker. Et Devin Booker, avec le recul, maintenant, j'y repense. Première action, il est un peu contesté par Holiday, qui est dur un peu avec lui. Il prend un tir casse-croûte. C'est la première action du match, elle est parfaitement défendue, il y a 0 faute. Et dès le début du match, Booker va voir l'arbitre, ok, il n'y a pas faute. En fait, il n'a jamais été dans son match, Devin Booker. Continuez avec les petits commentaires. Ne pas oublier que Monty Williams, c'est pas le premier perdreau de l'année, et sûr qu'il va tenter une réponse au Game 4. Évidemment. Après, moi, je suis pas Madame Irma. Là, je vois qu'en tout cas, quand il a dû pour la première fois improviser un petit peu avec son grand qui était sorti, eh ben, il a tenté une zone, hein, c'était pas pourquoi pas, mais ça n'a pas marché, et que quelque part maintenant il va peut-être anticiper le fait qu'il a plus de réel backup à DeAndre Ayton, et que et ça peut peut-être arriver encore parce que la série risque d'être longue, si DeAndre Ayton se retrouve en fall trouble, qu'est-ce qu'on a comme vrai plan B, parce que là c'était un petit peu du bricolage. Absolument. Jacob Keynes nous dit dans le troisième quart-temps, plus personne ne rate un enchaînement de buckets de très haut niveau. Absolument, collectivement, on a eu cette impression que les Bucks s'étaient mis en mode rouleau compresseur, comme ils ont l'habitude de le faire en saison régulière, ce qu'ils n'avaient jamais prouvé en play-off jusque-là. Même malgré la victoire face aux Nets ou face aux Hawks, j'avais pas encore eu cette sensation. Là, on a vu un match géré de bout en bout collectivement au top. Cruciflex nous dit 3 sur 14. C'est vraiment le next Kobe. Elle est dure celle-là, hein. Franchement, abusé de parler comme ça de mecs qui sont morts, mais bon. Je rigole. Il y a Trixie qui nous dit un truc très intéressant. Je trouve ça bizarre que les Suns soient sortis de leur match aussi rapidement, comme s'ils avaient eu un coup de barre, car même Chris Paul ne proposait pas grand-chose. La jeunesse, c'est ce que je dis. On a revu quand même, et
l'histoire, elle est trop belle pour l'instant. Elle était trop belle pour l'instant pour les Suns. Ce n'est que la vérité d'un match. Et on sait que chaque match de playoff, chaque match encore plus de finale NBA, c'est une histoire différente. Et l'histoire de ce match 3, c'est que les Suns, qui est une équipe très jeune, mine de rien, eh ben, ce soir, on l'a vu. Et je rejoins complètement ce commentaire. Mais c'est vrai qu'on a senti les Suns, quand ils ont pris un éclat fin de deuxième quart-temps, fin de troisième quart-temps, qu'on perdu leur grand. Et Chris Paul, sans un grand pour créer du pick and roll, c'est plus compliqué. Quand c'est Kaminsky qui te met un pick and roll, c'est quand même pas pareil que quand c'est DeAndre Ayton. Et les défenses, elles vont donner beaucoup moins d'aide quand c'est Kaminsky qui roll ou qui flaire que quand c'est DeAndre Ayton. Ça a été un bon joueur à un moment donné, Franck Kaminsky. Oui, mais pour un tir, le mec. Alors là, on l'a vraiment vu au service du collectif. Il voulait pas prendre un tir. Maintenant, il est plus du tout dans la rotation. Ça va faire 1 mois et demi qu'il a dû jouer 3 minutes 30 en cumulé, entraînement inclus. Bon, on va pas non plus lui tomber sur ce bon vieux Francky, tu vois, il a du temps de jeu. Parfois, il y a des mecs qui se révèlent. Hein. Ce ne sera pas Franck pour cette série, ou alors on se trompe complètement. Il y a Ghetto Cowboy qui lui dit j'ai raté le match UDEC. Bah frérot, en même temps il est 5h02. Qu'est-ce que tu fous? T'es un peu la night ou quoi? Il était au Libertalia, le gars, le dimanche soir, ça marche toujours. Antomando nous dit les Suns perdent Saric, Craig est blessé. C'est vrai que Torrey Craig s'est fait mal à un moment donné. Donc tu perds 2 joueurs qui jouent dur et tu remplaces ça par Kaminsky. Ouais, mais bon, ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu. Hein. Les blessures, ça fait partie du jeu. On va aller sur les tops et les flops rapidement, même si on a déjà discuté de tout ça. Moi, il y avait quand même un truc moi, qui me paraît clair sur ce match-là, c'est que j'ai vu les Bucks aller le chercher et que les Suns, pour moi, leur série n'est absolument pas mise en péril. Oui, ils auraient pu mener 3-0, ça aurait été extraordinaire. Tant mieux pour eux, sauf que ça marche pas comme ça. Non. Moi, les 4-0, en général, c'est quand il y a Kobe et Shaq en finale. Hein, sinon, ou KD, Steph Curry et Klay Thompson. Donc c'est très très rare. Et le retour à domicile, l'orgueil aussi, c'est important. Ils l'ont joué à l'orgueil. On a vu, parce qu'on a beaucoup décrié Jrue Holiday et Chris Middleton, on les a vus dans leur standard, c'est ce qu'on voulait. Juste. Dans leur standard et juste, et ben voilà, ça donne une victoire de haut niveau pour les Bucks. Oui, mais c'est juste vu à leur niveau. Voilà, là. on dit l'histoire de chaque match est différente. Là, c'est Booker qui passe complètement au traviote. De l'autre côté, Middleton et Jrue Holiday font le taf. Boum, la bascule se fait là. Voilà, des fois, on n'est pas non plus, on n'est pas à chaque match obligé de réinventer le basket, d'aller trouver de la tactico-technico-stratégique. Des fois, c'est aussi ça. Ils ont ciblé très fort défensivement Devin Booker. Ils ont réussi à faire sortir DeAndre du match, DeAndre Jordan, DeAndre Ayton assez longtemps. Il joue que 24 minutes. Finalement, pour un pivot titulaire qui pèse autant, c'est pas beaucoup. Ouais. Donc voilà, ils ont réussi leur coup. Maintenant, je reste persuadé que Booker, à l'image de Middleton et de Jrue Holiday, va revenir fort dans ces finales. Voilà, les Bucks sont revenus à 2-1 et tant mieux pour le suspense. Tant mieux pour le suspense, hein, pour notre série. De toute manière, on espère tous une série longue pour qu'on puisse se régaler pendant encore 2 semaines, hein, c'est jusqu'au 22 juillet. Bon, on aura le temps. Michael Bridges, vraiment, j'insiste, hein, quand on voit Michael Bridges, là, pas d'impact défensif, pas d'impact en attaque. Ça aussi, c'est trop. Ah ouais. Les minima, là, il y a 0 minima dans tout ça aussi. N'oublie pas qu'il fait un super début de finale, il fait un bon match 1, il fait un énorme match 2, il finit mais 27. Là, il passe à 4. Le delta, c'est toujours pareil. Quand on est bon, quand on est dans un bon soir, ben oui, tout va bien. Et maintenant, c'est quand on est dans des mauvais soirs qu'il faut réussir à faire le minimum. Et là, ils étaient dans un là, il n'y a rien qui a été fait. Ouais, sur les tops et les flops, on a évidemment mis du Bucks à foison. On a d'ailleurs très peu parlé de Bud, mais on pourra en dire un mot. On s'est pas pris la tête, parce qu'ils méritent tous les 3 en fait. Jrue Holiday, Giannis Antetokounmpo et Chris Middleton sont les grands gagnants de ce retour des Bucks. Quand les 3 sont bons, ça marche bien pour les Bucks. Et puis ce que j'ai aimé, c'est la justesse de Jrue Holiday, de Chris Middleton, la manière dont ils sont allés chercher Giannis. Ils ont compris qu'il faisait mal à l'intérieur, que c'était faute ou panier, voire les deux à chaque fois. Et ils ont insisté. Ils ont été après aussi adroits quand c'est venu fermer grossièrement sur Giannis. Ils n'ont pas eu à forcer leur talent et ils ont fait surtout un énorme taf défensif aussi. Donc voilà, une belle gestion, une belle vista. Middleton, pareil, sur des pick and roll, il va chercher Bobby Portis à 3 points. Il y a une très bonne lecture. Voilà, je les ai trouvés très propres. Ils n'ont pas voulu en faire plus malgré leur match kata 2, tu vois, ils ont laissé le jeu venir à eux et c'est tout à leur honneur. Ils ont rempli la feuille de stats, hein. Donc 21 points, 9 passes, 5 rebonds, à 8 sur 14, 5 sur 10 à 3 points pour Jrue Holiday, 3 parts de balles, plus 22 de plus-minus. Chris Middleton de ce côté, c'est 18 points, 6 passes, 7 rebonds, 6 sur 14 au tir, 3 sur 7 à 3 points, 2 pertes de balles, plus 8 de plus-minus. Ils ont été propres, ils ont été bons et ils ont surtout su remplir ce qu'il fallait autour de Giannis. Et c'est là qu'on les attend, évidemment. Je regardais vite fait les autres joueurs. Bobby Portis a été très impactant aussi, hein. Il joue 18 minutes.
plus 19 de plus-minus. On l'a énormément vu dans la bataille au rebond à un moment donné, où Brook Lopez, on le voit quand même vachement moins. Bobby Portis est là comme un charognard, aller chercher des secondes chances, aller chercher des petits lay-ups. Avec Yanis, ils ont fait un beau duo. Il a fait mal, il est clairement sorti du banc. Et il a amené cette énergie-là en plus, cet impact physique. Hein, c'est quand même un beau bébé, même si on sait que des fois, il aime des fois un peu trop être au large. Hein, mais c'est quand même un mec qui a mis ses petits tirs, qui a amené cette vraie énergie, qui a beaucoup parlé. Donc voilà, on a besoin de ce mec. Les Bucks ont besoin de mecs comme ça qui sortent du banc. Et il a fait énormément de bien à cette équipe-là. C'est des mecs qu'on n'avait pas encore assez vus pendant ces finales. Ben, bonne nouvelle pour les Bucks. Bobby Portis a enfin commencé ses finales. Le Vraillac est d'accord. Il dit là justement, avec la présence de Bobby Portis, ça a été très important. Ça provoque la baisse de temps de jeu pour Lopez, qui se faisait attaquer dans la pâture sur les 2 premiers matchs. C'est vrai qu'aujourd'hui, ils ont très bien couvert Brook Lopez. Ouais. Là, il a été beaucoup moins exposé que lors des 2 premiers matchs, alors qu'il était ciblé comme un chien. Je regarde un autre truc. Didlar dit un peu ce qu'on a dit tout à l'heure. Il faut que Monty Williams trouve une solution quand Ayton est sur le banc. Les Bucks ne vont pas s'arrêter de viser le pivot adverse. On peut essayer de commencer à en trouver. Il a essayé la zone. Moi, je pense que la zone, c'est bien, mais c'est quand même... Tu te découvres quand même, notamment sur de l'adresse, quand les mecs mettent dedans, la zone à l'extérieur en plus. Faut voir quand les Bucks sont dans un bon soir comme ça, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre qu'une zone. Tu vois, est-ce que finalement Kaminsky t'essayes pas de vraiment peut-être vraiment le mettre dans la rotation, parce que là j'ai vraiment l'impression qu'il s'était pas prévu, qu'il a dit au fait vas-y gros, n'hésite pas. Donc peut-être aussi remobiliser le joueur dans la discussion, ça peut être aussi une tactique. Maintenant jouer small ball aussi, mais ça veut dire que si tu fais une zone small ball comme ça, je pense qu'il faut prendre des options. Aller trapper dans des corners, aller sur des pick and roll, tenter des trappes, tout ça et tout. Obliger les mecs à un petit peu lâcher la balle un peu vite, parce que là, la zone qu'ils ont faite, elle était un peu trop facile. Comme tu l'as dit, Jrue Holiday, il prenait des pics à un moment donné. Bon, ben ok, bam, c'était un peu trop facile. Donc zone, oui, mais zone avec des vraies options, une zone match-up un peu plus, avec des vraies options pour les trapper sur des zones importantes. Ce qui est sûr, c'est que quand il te manque un grand, il faut que tu densifies un max ta raquette. Et que ils sont vraiment plus petits, on le sentait sur les rebonds, quand les deux, Portis, Lopez ou Yanis allaient au rebond, ils étaient vraiment, je sais pas, ça au-dessus, quoi. C'était incroyable, avec des rebonds à 2 mains, t'as plus qu'à remonter, il y a eu beaucoup de fautes sur les remontées. Donc maintenant, il va falloir faire du box-out à fond, il va falloir jouer des coudes. DeAndre Ayton te permet d'avoir de la taille et des coudes, mais quand c'est Cam Johnson qui défend sur Yanis ou Jack Crowder, tu sens la différence. Donc j'arrêterai aussi de me faire autant dominer par Yanis. Il est trop fort, là, Yanis. Ah, mais là... Yanis peut pas être à 40 points sur la série. Hein. Non, mais d'accord, mais là, qu'est-ce que tu fais quand le mec quand il court plein axe, qui vient flasher son tu fais des choix. Jrue Holiday, faut défendre sur lui. Middleton, faut descendre sur lui. Défendre. Quand c'est Pat Connaughton ou PJ Tucker, faut faire une impasse. Voilà, c'est aussi ça la NBA. Hein. Vas-y, PJ, hein, mais en 6, on en rediscutera après. Donc, quitte à te faire punir, tu te fais pas punir par Yanis. Ça fait 2 fois qu'il met 40 points, et t'as raison, il faut peut-être faire un choix là-dessus. Aller complètement le fermer et dire aux autres, vas-y, si on perd, c'est vous, c'est Pat Connaughton ou d'autres qui vont nous tuer. Ça va être intéressant de voir en tout cas les ajustements de Monty Williams. Allons sur les flops. On va évidemment retrouver du Suns et on va retrouver surtout Devin Booker, 3 sur 14. Il ne nous avait pas habitués à de tels pourcentages pendant ces playoffs. Il est vraiment passé à côté de notre gars. Il est passé à côté, mais je te dis dès le début du match, première action, un peu facile, quoi. Il n'y a pas faute. Oh, ok, l'arbitre, non, bon, il n'était pas prêt dans son match. Par contre, il était très attendu. Lui, il n'était pas prêt à jouer ce match 4, clairement, ce match 3, clairement, mais en face, il s'est mangé un Tucker et un Jrue Holiday qui étaient eux clairement en mission sur lui, et il a subi physiquement. Il était sur le reculoir, il a juste mis un moment un tir à 3 points. On a eu l'impression qu'il allait lancer son match. Rien du tout en fait. Voilà, il s'est fait manger, peut-être un peu trop facile. Après, n'oublions pas, hein, lui aussi c'est son premier run de playoff en carrière, c'est ses premières finales NBA. Il découvre aussi peut-être ça, certainement. Finale à l'extérieur. Donc première finale à l'extérieur. Donc voilà, on va pas loin de là l'enterrer. En tout cas sur ce match-là, il est passé complètement au traviole. Et puis en plus, il n'a pas été aidé non plus par d'autres coéquipiers. Tout à fait. La lutte au rebond, on en a beaucoup parlé, mais c'était une évidence. Tu peux pas gagner un match de basket si tu mets pas dedans et que tu verrouilles pas le rebond. Hein. C'est tout con. Hein, mais... Exactement. Il y a un mec, tu vois, on parle de Mikal Bridges que je vois sur la photo. Dans la lutte au rebond, lui qui est quand même très grand, aussi avec des énormes bras, avec des longs bras, il a manqué. Il a 2 rebonds. Voilà, c'est pas normal. Il a beaucoup trop manqué, Mikal Bridges, pas assez présent du tout. Lui qui avait réussi par moment à gêner un peu Yanis par son envergure aussi, à le contester, à prendre quelques rebonds. Là, 2 rebonds pour Mikal Bridges, c'est pas normal. Il finit quand même en 27 minutes à 4 points, 2 sur 4 au tir, 0 sur 2 à 3 points, 2 rebonds, 2 passes, 4 paires de balles.
C'est un petit match de Michael Bridges et si les Suns veulent aller au bout, il faudra qu'ils se réveillent. La dernière chose, on en a beaucoup parlé, c'est la vie sans DeAndre Ayton. Pas de plan B. Bah forcément, pas de plan B, bah tu te fais démonter. Ah, ça, c'est sûr que la vie sans DeAndre Ayton, elle a été très compliquée. La fin du deuxième quart-temps, le troisième quart-temps, où à partir du moment où il prend sa 4e faute, et il est coaché par Monty Williams, et ben là, et pour moi, ça va être l'une des clés de la suite de ces finales parce que ils sont pas fous les Bucks. Ils ont bien vu que Tonton, quand il est pas sur le terrain, c'est pas pareil. C'est pas pareil pour les Suns. Et je pense que les Bucks ont tout. Et même j'ai trouvé qu'ils l'ont pas encore assez ciblé. Je trouve que moi, que ça soit Giannis, Brook Lopez ou Bobby Portis, il faut aller le jouer parce que vraiment, on a clairement vu que quand DeAndre Ayton n'est pas là, il y a un écart d'intensité et de physique qui est clairement l'avantage des Bucks. Didler dit exactement ça. Les Bucks ont tellement de ressources à l'intérieur, elles vont peut-être retourner cette série en la jouant old school. Eh oui, avec après l'addition des Bucks ce soir, c'est on n'est pas à droit, on perd notre grand. Donc voilà, bon, il y a l'impression que tout ce qui pouvait être pire au Suns, c'est arrivé ce soir. Ça sera peut-être pas. Tu peux prêter DeAndre Ayton, mais si tu mets dedans, si tu es beaucoup plus adroit, peut-être que tu peux survivre. Voilà, là, il n'y avait rien ce soir pour les Suns, parce que les Bucks ont fait le taf aussi. Maintenant, la vérité du match 4, elle sera certainement différente. Régale à tes stats. En playoff, lorsque Chris Paul est arbitré par Scott Foster, un arbitre très reconnu de NBA, eh bien, il est à 0 sur 12. Enfin, 0 victoire en 12 matchs. Sacré stat, n'hésite pas à lui envoyer un petit texto. Chris Paul qui est devenu le 9e meilleur passeur de l'histoire des playoffs. Tout à fait. Il y a Butcher Lourd dit: je comprends pas pourquoi certains coachs préfèrent sacrifier un match plutôt que de laisser un joueur majeur en foul trouble sur le parquet. Sans Ayton, t'es cuit, surtout qu'un Booker est à côté de ses pompes. Laisse-le sur le terrain. C'est un calcul. Tu gagneras pas sans Ayton. Au pire, il est fold out. En fait, la vraie question, et on se l'est posé pendant le match, c'est est-ce que tu prends le risque ou pas? C'est vrai. Et toi, tu le risque du coup de prendre un éclat, de ne pas l'avoir en fin de match? Après coup, clairement, pour moi, le calcul de Monty Williams n'a pas été le bon. Parce que, mais je te dis, c'est toujours. C'est une limite. On pensait que les Suns étaient dans le match. Et là, il a été gourmand. Et moi, j'aurais été gourmand. Je pensais qu'il faisait le bon choix de se dire vas-y, garde le début du 4e et t'es à une dizaine de points, tu vois. Mais en fait, non. À la fin du 3e, t'es pas une dizaine de points parce que tu prends un 16-0 et t'es à 25 points. Et le match, il est plié. Donc, c'est toujours pareil. Il a été peut-être un petit peu trop gourmand, Monty Williams. Il aurait dû relancer son tonton avant. Ouais. On voit quoi pour le match 4 du coup? Est-ce que les Suns ont complètement. Les Bucks ont complètement relancé la série avec ce match? Je pense que les Bucks ont complètement relancé la série. On les sent de toute façon toujours aussi à l'aise au Pfizer. Je sais pas comment c'est la salle d'ailleurs. La salle de Milwaukee. La salle de Milwaukee, dans le gymnase de Milwaukee. Maintenant, je vais voir. Je te dis, Michael Bridges transparent, Booker cata, DeAndre Ayton en foul trouble. Est-ce que ça fait quand même 3 gros éléments sur un même match? On va voir le plan B aussi, peut-être pensé par Monty Williams au cas où DeAndre Ayton va être encore foul trouble. L'esprit revanchard de certains. Voilà, ça va être intéressant. Moi, je pense qu'en tout cas, j'espère que les Bucks ont compris qu'il fallait sortir Ayton du terrain. Au moins, Ayton est sur le terrain. Et là, quand Ayton n'est pas sur le terrain, les Bucks sont très dominants. Moi, je pense que les Suns vont le faire. Leur but en allant à Milwaukee, c'est d'en prendre un des deux. Ils ont raté sur le premier match, ils se sont même fait défoncer. Milwaukee va revenir, comme sur ce match-là, encore une fois revanchard. Quand tu es mené 2-2, quand tu es mené 2-0, que tu reviens à 2-2, en général, tu as vraiment une espèce de momentum, un truc, une âme qui t'anime. Mais j'ai la sensation que dans un money time, je donne encore l'avantage aux Suns. Donc, dans ma théorie où les Phoenix Suns vont au bout, eh bien, il y aura un gros match 4 gagné par les Suns. Il va falloir en tout cas relever le défi du combat physique. On l'a vu plus que jamais ce soir. En plus, les Suns à domicile en plus, c'est relever ce combat physique ce soir. Tucker, Holiday, Middleton, Giannis, Lopez et Portis et les autres ont tous gagné leur match-up dans la lutte physique. Ayton a gagné son duel, mais ça a duré un quart-temps et demi. Après, tous les restes, ils ont perdu leur match-up physiquement d'abord. Et on sait que pour battre ces mecs-là, il va falloir être dans le combat. Ce soir, ils l'ont pas été. Qui gagne le game 4? On vous a mis un petit sondage, 74% pour les Bucks. Ah. Donc grand avantage pour les Bucks qui seront favoris des bookmakers. J'en ai aucun doute. Le 4e match, ce sera donc mercredi soir. On a 3 jours même pour se reposer. On se retrouvera donc mercredi comme d'habitude. Le match est à 3h. Là, donc il est 5h16. On se retrouvera donc vers
5h30, 6h, juste à la fin du match, en espérant un money time de haut niveau. Et puis on saura si les Bucks se sont complètement relancés ou les Suns ont fait le coup sur la carafe, comme on aime bien dire. On aime bien dire ça. 3-1 en général. En général. On est en général. C'est plutôt bon signe. L'expérience prouve qu'en général, tu gagnes. Merci à tous de nous avoir suivis. On va aller se coucher. On est crevés de toute façon. On a vécu une semaine folle. C'était le dernier week-end du Récap Sport avec toutes les équipes. Donc, on va pouvoir se reposer et commencer un peu à travailler sur nos vacances, c'est-à-dire aller à la plage dès dans 10 jours. Et préparer la saison prochaine. Préparer la saison prochaine, c'est ce que je voulais dire absolument. Voilà, à mercredi soir, les amis. On vous souhaite une bonne journée pour ceux qui sont sur YouTube, une bonne nuit pour ceux qui sont sur Twitch. Et puis voilà, les gars. Allez. Ciao. If you bout it, don't act like you are doing a favor. But honestly, I swear you're my savior, girl. And I don't know if I'll see you later. So I'm bout it, if you bout it, yeah. My head has been spinning, I might need a minute. I've been dying to kick it, so just come with if you with it. And this game that we're playing, you want me but won't say it. If I told you